Au milieu des années 90, notre bon ami Jeffrey Katzenberg quitte Disney. Dégoûté de ne pas avoir été promu président de la compagnie à la place de Michael Eisner, après la mort de Frank Wells, ancien CEO, dans un accident d'hélicoptère. Il est gentiment poussé dehors et commence alors sa longue vendetta contre la maison de Mickey. Il y a une histoire de procès, mais comme c'est pas fait entrer l'accusé ici, on va plutôt parler de ce qui nous intéresse réellement, la fondation avec ses potes David Geffen et surtout un certain Steven Spielberg, de la société de production DreamWorks SKG pour Spielberg, Katzenberg et Geffen. Et si vous voulez plus d'infos sur notre pote Jeffrey Katzenberg, je vous renvoie vers le cinépop Disney des années 90, sur le cinépop Mille et une pattes ou encore sur le cinépop Fourmise. Ouais, on a déjà beaucoup parlé de lui. Et aujourd'hui, il occupe encore une fois l'un des rôles principaux. Parce que c'est de lui que va venir l'idée du film qu'on va évoquer, Le Prince d'Égypte. Qui était d'ailleurs censé être la première production DreamWorks à sortir en salle avant qu'elle ne soit remplacée par Fourmise pour les raisons qu'on connaît. Globalement, faire chier Disney. Encore une fois, allez mater les vidéos correspondantes, si vous le connaissez pas, vous allez apprendre 2-3 trucs sur Jeff. En fondant DreamWorks, Katzenberg pensait que ça allait être le moment et l'endroit parfait pour faire tout ce qu'on lui avait toujours refusé chez Disney. Des films d'animation plus matures, plus osés, qui abordent des thèmes importants. Et le truc qu'il avait toujours voulu adapter, c'était les Saintes Écritures. Mais pour Disney, c'était un peu touchy. Et en même temps, quand on voit comment ils ont édulcoré certaines histoires, genre La Petite Sirène, est-ce qu'on avait vraiment envie de voir comment ils allaient traiter ce genre de récit ? Ah mais attendez. Ah bah oui, on en a parlé il y a pas longtemps. Il y a l'histoire de Noé et du déluge transformé en sketch de 5 minutes avec Donald. Ouais, donc voilà. Pas sûr que ce soit le bon plan. Pas sûr du tout. Et pourtant, la version de Fantasia 2000 est meilleure que celle de Aronofsky, avec Russell Crowe. Ouais, vous vous en souvenez pas, c'est normal. Bref, le Katz, il en parle à son pote Steven, qui lui répond instantanément « Bah, on n'a qu'à adapter les 10 commandements ». Autant vous dire que le Jeffrey, il était tout content. Les 10 commandements, d'une façon ou d'une autre, vous connaissez. C'est l'histoire de Moïse, placé sur le Nil pour lui sauver la vie, qui va vivre comme un prince chez les pharaons avant de découvrir sa véritable identité. Fuir le pays, ou être banni, c'est selon, devenir berger dans les montagnes, rencontrer Dieu sous la forme d'un buisson ardent, revenir libérer son peuple, réduit en esclavage par l'Égypte, avec l'aide des châtiments divins, puis terminer par ouvrir la mer en deux et recevoir les 10 commandements. Bon, en gros c'est ça, mais de toute façon, on va revenir sur l'histoire dès qu'on résumera le film. Soit vous avez vu l'une des versions de Cécile B2000, l'une des années 20, ou beaucoup plus probablement l'autre, sortie en 1956, avec Charlton Heston et Yul Brynner. Elle passait régulièrement à la TV, genre le 25 ou le 26 décembre en après-midi, quand tout le monde est encore en train de digérer ou en gueule de bois. Ça permettait à ceux qui l'avaient déjà vu de faire une sieste, et à d'autres, comme moi, de découvrir un grand classique hollywoodien épique. Peut-être que vous avez vu la version plus réaliste, mais pour autant assez intéressante, de Ridley Scott, sortie en 2014, Exodus, avec notamment Christian Bale, Joel Edgerton et même Aaron Paul, à l'époque en plein buzz avec Breaking Bad. Peut-être que vous en avez parlé à l'école, en cours de religion ou au catéchisme. Et perso, j'ai vu ou revu ces œuvres pour ce cinépop, et si vous avez le temps, parce que la version de 2000 dure quand même genre 4 heures, ça vaut la peine. J'ai même lu 15 chapitres de l'Exode. Ouais, putain, je commence à lire la Bible pour ces vidéos. Où est-ce que ça va s'arrêter ? Peut-être que pour Chicken Run, je vais commencer à élever des poules. Peut-être. Mais si vous êtes de ma génération, du début des années 90, je suis quasiment certain que votre premier souvenir de cette histoire, ou en tout cas le plus marquant, vient d'un film d'animation sorti en 98. Ou alors, selon votre amour ou l'amour de vos parents pour les comédies musicales, c'était peut-être ça. Ça m'est revenu super tard, j'avais complètement oublié que ce truc existait. Et ouais, on va rester sur la version animée, hein, en espérant que ça nous donne aussi l'envie d'aimer. Vous ne l'avez peut-être pas revu depuis très longtemps, je sais que c'était mon cas, mais je suis sûr que ce qui va suivre va vous rafraîchir la mémoire. C'est parti, on va voir ensemble si niveau vision de l'Ancien Testament, ce film est plutôt de l'optique Scott ou de l'optique 2000. Waouh, il est terrible. Ouais, j'étais obligé. Bon. Installez-vous confortablement, on va parler du prince d'Égypte. On est dans l'Égypte antique, civilisation connue pour ses pharaons, ses dieux à tête d'animaux, ses hiéroglyphes et surtout ses imposantes constructions, certaines ayant même survécu à l'épreuve du temps, comme les pyramides ou le Sphinx. Des bâtiments ou statues tellement impressionnants que certains pensent que les Égyptiens ont reçu l'aide d'extraterrestres pour les construire. Sauf que non, c'est pas les aliens qui ont construit les pyramides.
c'est les esclaves. Ici, en l'occurrence, ces esclaves, ce sont les Hébreux. Le pharaon, après avoir appris que selon les présages et certaines croyances, celui qui les libérera venait de naître, envoya ses troupes tuer tous les nouveau-nés. Ah bah oui, c'est radical, mais comme ça vous êtes prévenus, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on parle d'enfants morts dans cette vidéo. Ouais. Un truc normalement pas trop compliqué à faire, et pourtant une famille réussit à exfiltrer son bébé, à le taper sur le Nil avec une jolie chanson, à le faire voguer jusqu'au palais, où il fait les yeux doux à la femme du pharaon, genre vraiment. Moïse, gros dragueur. En vrai, il n'y a aucun monde où ils font pas lien et où jettent pas le petit au croco, mais bon. D'ailleurs, sur cet aspect, je préfère la version des années 50, où Moïse est trouvé par la sœur du pharaon qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et voit ce petit panier avec un bébé comme une réponse à ses prières. Elle sait d'ailleurs tout de suite que c'est un fils d'esclave, et il choisit de le cacher à tout le monde, Moïse y compris. Mais voilà, dans cette version comme dans les autres, le résultat est le même, le petit Moïse est sauvé et prêt à être élevé comme un prince d'Égypte. Ah mais c'est pour ça le titre. Et alors la fin de cette séquence d'ouverture, excellente hein, clairement, me rappelle fort la fin d'une autre ouverture. Et bizarrement, c'est le même compositeur derrière, Hans Zimmer. Oh bah, un peu quand même. Vous voyez? Des années plus tard, on retrouve Moïse et son frère Ramsès, interprétés par Val Kilmer et Ralph Fiennes. Ouais, vous allez voir, le casting du film est taré. Ce sont des jeunes adultes, ils s'amusent, ignorant totalement la misère qui les entoure. Les esclaves font partie du décor, en fait pire que ça, à ce moment du récit, ils sont invisibilisés. Ils cassent le nez d'une statue, sans doute le Sphinx, parce que dès qu'une œuvre peut le faire, elle ne s'en prive pas. Oh, ça, c'est rien, c'est Gérard. Pareil que c'est ce qu'il faut dire. Ils font en fait pas mal de dégâts et ça ne plaît pas trop à Papa Pharaon, incarné par Patrick Stewart. Il leur fait quelques remontrances, mais est plus strict avec Ramsès, puisque c'est lui qui est appelé à lui succéder. But one weak link can break the chain of a mighty dynasty. Et cette petite phrase-là, elle va avoir des conséquences immenses. Plus tard, ce jour-là, pour tester les capacités de son fils, lui donner plus de responsabilités et l'opportunité de prouver sa valeur, le pharaon fait de Ramsès son prince régent. Ramsès profite immédiatement de son pouvoir pour faire de Moïse son chef architecte, bien qu'il n'y connaisse absolument rien parce que... népotisme. Et lui offre aussi gracieusement son cadeau du soir, une femme. Oh bah ça va, on est dans l'Antiquité. Le film s'ouvre littéralement sur un massacre de bébés. Vous allez pas faire les choquer pour une femme objet. Beauf de France. Femme que Moïse va finalement aider à s'enfuir cette nuit-là, juste avant de tomber, par hasard ou par la volonté de Dieu, j'imagine qu'on peut dire ça, sur Myriam et Aaron, sa sœur et son frère. Alors oui, ça va vite, mais faut pas oublier que le film de 56 fait presque 4 heures, et que là, il faut raccourcir tout ça en 1h35. Donc, il faut que ça avance. Et alors Myriam, elle hésite pas une seconde, et lui dit tout d'un coup. Ils sont frères et sœurs, il est né esclave, et il doit tous les sauver. Même Aaron, joué par Jeff Goldblum, est choqué et essaye de la faire taire. Ah mais je vous le dis, le cast c'est une dinguerie. Myriam c'est Sandra Bullock, la femme du pharaon c'est Hélène Mirren, les deux là c'est Steve Martin et Martin Short, la femme qui vient de s'enfuir et qu'on va revoir plus tard c'est Michelle Pfeiffer, et on doit encore rencontrer son père, Danny Glover. Moïse comme ça de but en blanc, ça lui tombe sur le coin de la tronche, il y croit pas, il ne veut pas y croire. Pour lui il est chez lui au palais, il a sa place, entouré de richesses, pas avec les esclaves à faire des briques et à se tuer à la tâche. Mais juste avant qu'il parte, Myriam lui a chanté un truc. Hush now, my baby, be still, love, don't cry. So I'll be with you when you dream. Les dernières paroles qu'il a entendues de sa mère. Et si vous vous dites ce serait légitime qu'il n'y a aucune chance qu'il s'en souvienne, le film lui-même nous a montré, quelques minutes plus tôt, qu'il avait encore la mélodie ancrée en tête. C'est rapide, c'est subtil, mais c'est là. Il ne l'a jamais oublié. Donc il ne veut pas y croire, mais en même temps, ça le travaille. Jusqu'à dans ses rêves, illustrés par cette superbe séquence en mode fresque murale. Quelque chose lui dit que c'est la vérité. Et une grande fresque, justement, qu'il a sans doute vue des centaines de fois en passant, lui apparaît véritablement pour la première fois. La même qu'il vient de voir en rêve où il se voyait tomber dans une eau rouge, entouré d'autres enfants. C'est ce qui aurait dû lui arriver, s'il n'avait pas été sauvé par les agissements de sa mère. Le pharaon arrive juste à ce moment-là et n'arrange pas franchement les choses, disant que de toute façon, c'était que des esclaves, c'est franchement pas si grave. Puis bon, ils allaient sûrement devenir des terroristes en plus.
Ça, plus ça, plus ça, il commence à se dire peut-être que la folle d'hier soir, c'était vraiment sa sœur. Il confronte alors sa mère, ou en tout cas celle qui prétend être sa mère, qui ne met pas longtemps à avouer, mais lui dit globalement « Ouais, c'est la vérité, mais oublie, et profite de ta belle vie, mon fils. » Et en soi, il aurait pu. Ça aurait été complètement amoral, et ça aurait donné un film beaucoup plus chiant. Mais ouais, il y a un monde où juste, il reste tranquille avec ses chiens. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, la mise en scène autour de Moïse va complètement changer. Vous vous souvenez, au début, les esclaves étaient invisibilisés. Maintenant, c'est tout l'inverse. Moïse est constamment entouré par eux. Il aurait dû partager leur vie, il va désormais partager l'écran avec son peuple, dans un procédé presque oppressant pour le personnage et pour le spectateur. Et maintenant qu'il les voit, leur traitement lui est vite insupportable, et, voulant sauver un petit vieux qui se faisait fouetter, il tue par accident son tortionnaire. Mais en vrai, c'est le fils du pharaon, le frère du futur pharaon. Si on dit qu'il a rien fait, c'est qu'il a rien fait. Vous savez, le népotisme, le pouvoir, tout ça. Si on dit que c'est pas grave, c'est que c'est pas grave. Et c'est exactement ce que lui dit Ramsès. Ok, il a tué un garde, big deal. En gros, t'inquiète frère, ici c'est moi qui contrôle le narratif. Mais rien n'y fait. Moïse est incapable de continuer à vivre là, entouré de ses semblables, réduit en esclavage. Plus ou moins certain qu'il aurait pu aussi faire changer les choses s'il était resté au pouvoir avec son frère. Mais non, il a préféré partir dans le désert. Chacun son truc. Ramsès fait ce qu'il peut pour le retenir. Moses? Please. Mais non, Moïse s'en va, traverse le désert, se défait de tout ce qui le liait à l'Égypte, sauf la bague offerte par son frère, et se retrouve dans un petit village de bergers, dans une famille menée par Jethro. Danny Glover donc, on y arrive, et si vous avez suivi, sa fille du coup c'est... Ouais, la fille que Moïse a aidé à s'échapper plus tôt. Bravo, vous suivez. Ladies, you've cleaned every inch of me. Il est bien accueilli, Whoa, I was wrong. très bien accueilli, s'installe même avec eux, et avec une petite chanson de Jethro, qui sert à la fois de motivation pour Moïse, qui lui explique que sa vie n'est pas un échec malgré tout ce qu'il a traversé, et de faille temporelle, puisqu'on avance de quelques mois qu'il a épousé Séphora, et il a une jolie barbe. Tout se passe très bien pour lui, mais il a un peu oublié ce qu'il a laissé derrière lui. Alors, mené peut-être par un mouton divin, il croise la route d'un buisson enflammé, duquel sort une voix, celle de Dieu. Ah bah ouais, carrément, qui lui dit d'arrêter de se la couler douce et d'aller libérer son peuple. Moïse sait pas trop comment il est censé faire, mais la voix le rassure, lui disant qu'il sera là pour l'aider. Détail que j'aime bien, la voix est celle de Val Kilmer, avec quelques touches plus basses, des gens qu'il a connus et aimés. On peut en tirer la conclusion qu'on veut sur sa vision de Dieu, mais en faire principalement sa propre voix, une voix intérieure, ça a une signification plutôt intéressante. Bon on retourne en Égypte alors. Là-bas, Ramsès, devenu pharaon, et aussi père, ça va avoir son importance, est vachement heureux de le revoir. Genre vraiment. Il lui pardonne tous ses crimes passés, et est directement prêt à l'accueillir comme son frère et comme un prince. Mais quand Moïse explique pourquoi il est là, le sourire disparaît vite de son visage. Après une autre chanson, de méchant celle-ci, entraînante mais peu mémorable, et encore, je dis ça, mais en vrai, un peu comme Moïse avec la chanson de sa mère, ça fait des années, des décennies, que j'ai cette chanson qui me vient en tête dès que j'entends l'expression « la cour des grands ». Tu joues dans la cour des grands maintenant. Par contre, j'avais plus aucun souvenir que ça venait de ce film-là. Donc, après une chanson de méchant à moitié mémorable, qui, dans son style et ses choix, comme les chœurs qui chantent derrière, pourrait rappeler le « Soyez près » du roi lion, et une bataille de bâtons qui se transforme en serpent, qui symbolise le duel à venir entre les croyances égyptiennes et bibliques, les deux Égyptiens usant littéralement de fumée et de miroir, jouant sur l'expression anglaise « smoke and mirrors », utilisée quand quelqu'un use d'artifice, que quelque chose semble cool, mais est en réalité une escroquerie, de la poudre aux yeux si on veut. Et donc après ça, on a droit à une courte discussion entre Moïse et Ramsès, qui réussit en fait à résumer tous les enjeux. D'abord, Ramsès pense que Moïse bluffe, mais ce dernier réitère sa demande de libération des esclaves. Les émotions se succèdent sur le visage de Ramsès, la stupéfaction, la tristesse, puis enfin, après une petite réflexion, la colère. Il refuse, il doit continuer dans les traces de son père. I will not be the weak link. Cette phrase, pourtant prononcée il y a des années, le hante encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'ombre de son père entoure toujours Ramsès, que ce soit dans le placement de certaines statues, ou le simple fait que dès qu'il va mal, qu'il doit ruminer ou réfléchir, il va se réfugier, littéralement, sur les genoux de son père. Et il y a tout dans cette scène, le souvenir de leur lien fraternel, détruit par leurs visions différentes,
Des visions illustrées encore une fois par la mise en scène. Quand Moïse parle, on voit les esclaves. Quand Ramsès prend la parole, on ne voit plus que la beauté et la grandeur de l'Égypte. Ramsès refuse donc et commence alors le châtiment divin, les 10 plaies d'Égypte. Vous en connaissez sûrement quelques-unes, l'eau du Nil transformée en sang, qui la rend imbuvable et tue les poissons, les grenouilles, les moustiques, les taons, le bétail qui meurt, les furoncles et autres afflictions de la peau sur les hommes et le bétail qui reste, la grêle, les sauterelles, les ténèbres pendant plusieurs jours, et une 10e dont on va parler tout de suite. Ici, d'abord, Moïse transforme l'eau en sang. Mais les 2 conseillers du pharaon semblent réussir à faire la même chose. Ok, 1-1, balle au centre. Commence alors une autre chanson où s'affrontent Moïse et Ramsès, de loin. Les preuves du dieu de l'un contre les convictions et l'ego de l'autre. Ramsès préfère en voir son peuple souffrir plutôt que de devenir ce qu'il a toujours redouté, celui qui ferait chuter l'Égypte, le maillon faible. Au revoir. Malgré tout ça, Ramsès campe sur ses positions, et la 10e plaie semble inévitable. Celle-ci renvoie dans un sens au début du film, quand tous les nouveau-nés avaient été jetés au croco. La 10e plaie, c'est la mort de tous les premiers-nés. Enfin, les derniers des premiers-nés. Parce que, genre, Ramsès, c'est un premier-né aussi. Mais comme il a eu un fils, j'imagine que ça s'annule. Donc c'est juste le dernier des premiers-nés. Les Hébreux protègent leur maison en foutant du sang d'agneau autour de leurs portes, et à minuit, la dernière plaie s'abat sur l'Égypte. Je vous avais prévenu qu'on allait encore parler d'enfants morts, hein. Les premiers-nés y passent tous, même le fils de Ramsès. C'est la goutte de trop pour le pharaon qui accepte enfin de libérer les esclaves. Et cette scène est glaçante. Quand on a vu le film, impossible d'oublier ce bras qui dépasse de la porte, ou le fait qu'on voit littéralement le cadavre d'un gamin de 4-5 ans porté par son père. Tu m'étonnes que Disney n'était pas hyper chaud. Moïse est choqué, ébranlé. Il s'effondre après avoir visité Ramsès pour la dernière fois. Il est dans un sens responsable de la mort de celui qui aurait pu être son neveu. Le film s'arrête un peu pour que le poids de ce qui vient d'arriver puisse... Et il chante. Il chante, putain. Ah bah ouais, on s'en fout des enfants morts. On a eu ce qu'on voulait. Let's go, on est libre. Alors ok, c'est un truc qui existe depuis des décennies chez Disney. Il se passe un truc hyper grave, hyper triste, hyper violent. Derrière, il y a une chanson, un truc marrant, pour que les enfants soient pas traumatisés à vie non plus. D'accord. Mais ici, je sais pas si c'est la situation géopolitique actuelle qui fait ça, mais voir des gens chanter et danser après un massacre d'enfants, ouais, ça me laisse un petit goût amer quand même. Tuer des enfants parce qu'on refuse de libérer des gens. Ça se voit qu'on est dans le passé, hein. C'est pas aujourd'hui qu'il se passerait un truc pareil. Hein? Non. Bon, si on passait à la suite. Et la suite, c'est peut-être le moment le plus connu de l'Ancien Testament. C'est la fameuse traversée de la mer Rouge, après que Moïse les séparait en 2. Ramsès est vite revenu sur son idée de libérer les esclaves et compte bien venger la mort de son fils. Il prend quelques centaines de soldats avec lui et se met en chasse de celui qu'il a un jour appelé frère. Il les rattrape juste avant la mer. Moïse fait sa meilleure imitation de Bruce Tout-Puissant, ou le contraire, je suis plus sûr. Mais en tout cas, la mer est séparée en 2. Dans une utilisation de la 3D qui tient encore aujourd'hui, avec des visuels hyper impressionnants et des idées qui donnent le vertige, genre cette baleine qui apparaît à la lueur d'un éclair, le peuple de Moïse traverse la mer qui se referme sur les Égyptiens. Ramsès, dans une obscurité qui, on s'en doute, le poursuivra le reste de sa vie, maudit une dernière fois Moïse, et ce dernier, via une ellipse, redescend avec les tablettes des 10 commandements, son peuple est libre, et c'est fini. Ouais, ici il s'arrête avant que les Hébreux commencent à vénérer un veau doré, et qu'ils doivent aller errer 40 ans dans le désert. Et ça valait sans doute mieux que comme ça. Et autant qu'on s'est raconté de cette façon, il y a beaucoup de Dieu, 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 on peut pas louper que c'est une histoire tirée d'écrits religieux. Autant perso, c'est un aspect qui m'a jamais sauté aux yeux quand j'étais gamin. Je l'ai vu des tas de fois. Et ça n'a pas renforcé ni diminué mes convictions. Parce que je ne l'ai jamais vu par ce prisme-là. Pour moi, avant tout, c'était l'histoire de 2 frères, séparés par le destin. Le côté religion, ça me passait totalement au-dessus. Et encore aujourd'hui, en tant que non-croyant, je trouve le film absolument excellent. Parce que l'erreur que font la plupart des films religieux, qu'ils soient destinés aux enfants ou pas, c'est qu'ils se trompent dans leurs priorités. Ils mettent l'emphase sur le côté religion, et en oublient que le principal quand on est au cinéma, c'est faire un bon film. Et Le Prince d'Égypte est avant tout un putain de bon film. Je peux me tromper, mais je pense qu'on peut avancer que c'est le meilleur DreamWorks en animation 2D. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur DreamWorks tout court, parce que je pense que certains Shrek, Dragon ou même le robot sauvage sont devant, pour moi, mais remettons un peu les choses dans leur contexte. On est en 1998. Disney est sur la fin de sa renaissance. C'est l'année de sortie de Mulan, et pour DreamWorks,
c'est un saut dans l'inconnu. Bien sûr, aux commandes, c'est pas des peintres, hein. Geffen, Katzenberg, Spielberg, à Hollywood, ça pèse. Mais le public, lui, il s'en fout des politiques et des jeux de pouvoir dans les studios. Et le défi était surtout de faire se déplacer les gens pour aller voir un film d'animation 2D qui n'était pas estampillé Disney. Le succès allait être présent, mais assez relatif, se classant 16e d'un box-office mondial dominé par Armageddon, Il faut sauver le soldat Ryan et Godzilla. Niveau animation, il fallait s'y attendre moins bien que Mille et une pattes 5e et Mulan 6e, mais fait mieux que l'autre film DreamWorks sorti un mois plus tôt, on en avait parlé, Fourmise. Le vrai breakout de DreamWorks sera pour 3 ans plus tard, et quand on sait ce que voulait à la base faire Katzenberg, c'est à la fois totalement raccord et très ironique. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Et à propos d'autres vidéos, on parlera aussi un de ces jours du préquel du Prince d'Égypte, le direct-to-vidéo Joseph, le roi des rêves, que j'ai aussi vu étant gamin, mais dont j'ai, pour le coup, vraiment zéro souvenir. Le Prince d'Égypte est aujourd'hui considéré comme culte, il a même eu un gros regain d'intérêt ces dernières années, ce qui est toujours positif. On aime quand les gens hypent des bons films, parce que ça devient rare. Ouais. On vous voit avec vos films de merde. Et franchement, il y a de quoi. Pour moi, on n'en parle même pas assez en fait. Il y a des passages qui sont tout simplement à mettre au panthéon du cinéma d'animation. Moïse qui sépare la mer, qui a demandé 2 ans de boulot à toute une équipe, toutes les plaies pourtant faites avec l'aide de la 3D s'intègrent parfaitement, ça aurait pu jurer, faire bizarre. Surtout que, je le répète, on est en 98, seulement 3 ans après le premier Toy Story. Mais non, c'est impeccable. Puis il faut parler du travail de Hans Zimmer. J'irai pas jusqu'à dire qu'il était aussi inspiré que sur Le Roi Lion, et je trouve d'ailleurs qu'il y a pas mal d'inspiration qui provient du Roi Lion, que ce soit dans l'ouverture ou dans la chanson des 2 magiciens, mais le score enveloppe superbement l'ensemble, donne la puissance qu'il faut à certains grands moments. Je peux rien mettre ici sinon YouTube va pas être content évidemment, mais allez réécouter certaines musiques, certaines chansons. C'est pas pour rien que tout ça a été nommé aux Oscars. En parlant des chansons écrites par Stephen Schwartz, et des Oscars, le Prince d'Égypte a même gagné un Academy Award, celui de la meilleure chanson, pour When You Believe, qui a même droit à une reprise dans le générique par Whitney Houston et la mère Noël en personne, Mariah Carey. Ah, le casting de stars qui va jusque dans le générique, ils se sont rien refusés. Hein. Un film qui mérite son statut de culte, qui réussit à raconter une histoire colossale en seulement 1h35 sans que ça semble trop rushé, c'est pour moi le vrai premier film DreamWorks. Parce que bon, Fourmise, c'était juste là pour tenter de contrer Mille et une pattes et pas vraiment pour raconter une histoire, on va pas se mentir. C'est une réussite sur quasiment tous les points, alors si vous ne l'avez pas encore vu, matez-le de toute urgence, et si vous l'avez vu, revoyez-le un de ces jours, vous verrez, c'est encore meilleur que dans vos souvenirs. Pas besoin d'être religieux ou d'avoir lu l'Exode pour y trouver un intérêt, c'est avant tout un film profondément humain, un duel de frères, de 2 personnages complexes, sublimés par l'animation et la musique. Au-delà du côté biblique, c'est avant tout un drame familial, une recherche d'identité, de sens, et une lutte pour la justice et la liberté. Et ça, je pense qu'on en a tous besoin, plus que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on va essayer d'être plus régulier ici, mais ça va malheureusement dépendre du robot YouTube qui a décidé de devenir ultra strict depuis quelques mois. Je suis pas le seul à en faire les frais, mais c'est par exemple pour ça que cette vidéo de rentrée n'est pas un Cinépop Disney. Et même sur cette vidéo par exemple, je viens de la tester, il y a 11 minutes sur 12 qui sont claim par DreamWorks. Donc, je monétise plus mes vidéos, mais même si j'avais voulu le faire, là c'était impossible. Donc ouais, ça devient compliqué. Vraiment compliqué. Les vidéos sur les classiques Disney reviendront. Vous inquiétez pas, je les prépare à mon aise, et quand YouTube me laissera les publier, je vous le dirai, et ça sortira. En attendant, pour me soutenir, n'oubliez pas les petits trucs habituels. On like, on partage, on commente, et nous, on se retrouve bientôt, sans doute pour la suite des Cinépop DreamWorks. Allez, ciao.